On fantasmait juste sur Raon. Quand je suis arrivée en France, j'étais très déçue parce que les Blancs n'étaient pas tous nus, avec une peau de bête. Bonjour Marguerite Abouet, bonjour Bertrand Gatignol. Vous êtes ici tous les deux car Akissi, votre série avec Mathieu Sapin, figure dans la sélection de la petite bibliothèque idéale de Télérama.fr, comme Le voleur de souhaits, un album réalisé avec Loïc Clément aux éditions Delcourt, Akissi aux éditions Gallimard. Je vous ai réunis pour parler de bande dessinée pour enfants. Vous êtes scénariste, vous êtes dessinateur, vous avez des pratiques différentes, mais peut-être qu'on peut revenir d'abord sur cette histoire d'Akissi. Akissi, une série qui a 10 ans maintenant, 10 albums avec un nouveau qui vient de sortir. Akissi, c'est vous, Marguerite Abouet, ou petite, ou c'est une petite fille que vous avez imaginée? Alors, Akissi, c'est moi. C'est moi, 8, 9, 10 ans. Et ma maison, un aire de jeu et le quartier, le monde. Et je raconte vraiment mes souvenirs d'enfance. C'est vrai, je fais beaucoup de bêtises, oui. Oui, beaucoup de bêtises avec vos frères et sœurs, cousins, amis, dans ce quartier de... Ça se passe donc en Côte d'Ivoire, hein, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, ouais. parce que je suis née dans ce quartier. Et alors c'est une série qui évidemment s'est inspirée de vos souvenirs, de toutes ces bêtises qu'on fait quand on est enfant, quand on s'imagine à la fois princesse, aventurier ou de parcourir le monde. Mais c'est pas une série qui est basée dans le passé, c'est une série qui parle aussi d'aujourd'hui, puisque dans le dernier album notamment, vous parlez de cette histoire de coronavirus et de masques et de comment les enfants réagissent à ça. Finalement, raconter ces petites histoires, ça peut permettre de parler des enfants d'aujourd'hui aussi. Oui, surtout que ce sont les mêmes. Et surtout que Akissi, ce qui fonctionne, c'est que les enfants s'identifient énormément, qu'ils soient aux quatre coins du monde, parce que Akissi est traduit dans plusieurs langues. C'est les aventures d'Akissi et de ses amis qui les intéressent. Et on a trouvé ça normal de parler de la situation d'aujourd'hui, puisque c'est intéressant de se demander comment les petits Africains ont vécu aussi ces confinements, et apparemment, comme partout ailleurs. Bertrand Gatignol, donc vous êtes le dessinateur du Voleur de souhaits sur un scénario de Loïc Clément. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement raconter cette histoire? C'est une histoire un peu curieuse, une forme de conte peut-être, avec ce petit Félix qui attrape des souhaits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui prend le contre-pied de ce à quoi s'attend le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a une promesse qui est faite dans le concept et dans le pitch initial, qui est celui de profiter de la formule de « à vos souhaits » et de l'inverser en disant « à mes souhaits » pour s'approprier le vœu de l'autre. Quand quelqu'un éternue, il expulse quelque chose. Exactement, ouais. Et donc le personnage principal les collectionne, s'approprie les souhaits des autres. Et on se dit, il va se passer quelque chose avec ça. Et en fait, le scénario glisse au fur et à mesure pour parler d'autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé quand Loïc m'a parlé du scénario, c'est ça qui m'a plu. C'était qu'on était sur une promesse plutôt, on va dire, grand public et assez prometteuse et assez efficace. Et finalement, pour prendre un petit chemin de traverse et parler d'un autre sujet qui est l'amour, tout court. Comment ça se passe? C'est Loïc Clément qui vous a apporté une histoire comme ça, toute prête, et vous avez réagi là-dessus? Oui, alors ce qui est d'autant plus... En fait, ils avaient lu mon premier album de BD qui s'appelle Peace to Vie. On s'était rencontrés en dédicace, et ils m'avaient proposé cette histoire-là. Et en l'occurrence, en bande dessinée, quand je reçois un scénario, c'est moi qui fais le découpage. C'est-à-dire que j'ai le scénario écrit avec les textes et un prédécoupage qui est fait par page par le scénariste. Et après, je fais de la mise en scène moi-même et je détermine le nombre de pages. Et il se trouve que là, pour cet album-là, très spécifiquement, c'est pas moi qui fais le découpage, puisque l'écriture induisait un découpage. D'accord. C'est-à-dire que sur la rythmique de l'écriture, je ne pouvais pas le découper autrement. Donc c'était ma première expérience. J'ai changé un petit peu la fin parce qu'il y avait un petit truc, j'ai rajouté l'image de fin. Mais donc c'est une manière de travailler que je n'avais pas encore fait, quoi. D'accord. Marguerite, vous écrivez les histoires pour Mathieu. Est-ce que c'est vous qui faites le découpage? Parce qu'on a parlé un petit peu de technique d'écriture. Comment ça se passe, la relation avec Mathieu Sapin sur cette série Akissi? Alors moi, je fais le découpage. Je raconte mon histoire comme ça. Enfin,
c'est des patates, hein, c'est vraiment, je mets les personnages et ensuite je les envoie, j'envoie tout ça à Mathieu et lui il fait les bonnes planches et en fait c'est vraiment, on a pris cette habitude de travailler qui fonctionne très bien, on se voit juste avant et on se dit bon qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte dans le prochain et puis moi je lui dis oh là là mais je sais pas, j'ai pas d'idée et puis quelques jours après je lui envoie 3 histoires, il me dit ok bah, d'accord c'est parti et c'est vrai que c'est vraiment un travail en binôme. Tous les deux, vous avez aussi un travail de bande dessinée pour les adultes, ou pour les ados, ou pour les adultes. Est-ce que la mise en œuvre du travail est différente quand on veut parler à un public plus âgé ou quand on veut parler à des enfants? Est-ce qu'on s'interdit des choses quand on veut parler à des enfants ou c'est la même chose? Alors, moi, je me mets vraiment à la place de mes lecteurs. Donc, quand je raconte des histoires d'Akissi, je suis un enfant de 8, 9, 10 ans et du coup, je ne vais pas m'adresser aux autres comme des petits bébés. Je m'adresse à eux normalement. Alors, il y a des sujets justement qui nous interpellent quand on est petit, la mort, l'amour. Et du coup, je me dis, mais quand on est petit, on a une manière aussi de vivre ces sentiments-là et de se poser des questions. Donc, je me mets vraiment à la place. Je raconte des histoires à la hauteur de mes personnages, tout simplement. Pour moi, le plus important, c'est que les grands puissent aussi comprendre les histoires d'enfants et puis les adultes, mais pas les petits. Mais voilà, je ne me censure pas, vraiment. Ok. Bertrand? Et si on parle de bande dessinée, parce que j'ai fait aussi des livres jeunesse, alors pour la jeunesse, les livres, on va dire le livre d'illustration, les choses sont quand même assez différentes puisque on n'est pas dans de la séquence, on est dans l'illustration, donc c'est pas le même fonctionnement. Pour la bande dessinée, je fais pas vraiment de différence entre ce que je peux faire pour les adultes ou pour les enfants, ou tout du moins les sujets sont différents, les sujets abordés sont différents et le ton est différent. Ouais. Donc le découpage traduira le ton, mais dans l'absolu, quand je découpe, quand je me dis pas oh, faut que je leur dise comme ci ou je leur dise comme ça. C'est-à-dire que sur les BD pour adultes, il y a des choses qui sont plus complexes, on va dire, où il y a plus de perversité. Il y a une manière de découper qui induit ça et qui ne peut pas se retrouver dans un livre jeunesse puisqu'on ne va pas aborder forcément ce type de sujet. Mais si l'histoire peut être équivalente pour les adultes, je découperai de la même manière. Il n'y a pas une manière, il me semble que les enfants en général, la meilleure manière de leur parler, c'est comme à des individus. Généralement, ça marche, c'est très très payant en général. Quand on commence à leur parler comme à des enfants, ils commencent à se comporter comme des enfants et ça commence à devenir trop complexe. Et voilà. Justement, vous avez publié plusieurs albums. J'imagine vos lecteurs, que ce soit les parents ou les enfants, viennent vous en parler de ces albums. Est-ce que vous auriez peut-être une histoire, une anecdote à nous raconter d'un retour de lecteurs sur votre travail ou qui ont été étonnés ou qui n'ont pas compris quelque chose peut-être? Alors les premières questions qui nous posent, c'est est-ce que c'est vraiment moi? Pourquoi je m'appelle Akissi au lieu de Marguerite? Ils sont très intelligents, ces petits. Et aussi, est-ce que j'ai vraiment fait toutes ces bêtises? Et est-ce que j'ai vraiment brûlé les cheveux? Ça, c'est une question qui revient beaucoup, souvent. Est-ce que j'ai vraiment brûlé les cheveux de ma cousine? Est-ce que je me suis fait vraiment mordre par un serpent? Et là, lorsque je leur dis oui, et que j'ai une vraie morsure, j'ai une vraie plaie, enfin, une cicatrice, mais ça, c'est magique. Ils veulent tous voir ma cicatrice. Et du coup, c'est super parce que je passe vraiment pour une héroïne. Et ce qui est drôle aussi, c'est aussi leur comportement. Une fois, on dédicaçait et j'étais avec Mathieu Sapin. Et il y a une petite. À chaque fois, ils viennent près de nous et puis on discute en leur disant comment tu t'appelles, est-ce que toi, tu as un frère, est-ce qu'il est gentil. Et il y a un moment, la petite, elle me touche et puis elle lèche. Et là, je lui dis, c'est bon? Elle me dit, je dis, c'est pas du chocolat? Elle me dit non. Et c'était vraiment une histoire entre nous. Pour elle, il fallait absolument
qu'elle vérifie. Et donc, c'est des situations, je trouve ça super et c'est magique. Bertrand, il y a des enfants qui sont venus savoir si vous aviez une collection hélas, j'ai pas eu de... Vu que c'est dans le jargon ce qu'on appelle un one-shot, et que je suis plus occupé par une autre série, série, j'ai fait assez peu de séances de dédicaces sur cet album-là, et en général, les séances de dédicaces, quand on sort un album, les gens viennent, mais n'ont pas lu l'album. Ils l'achètent. Et donc, je pourrais vous parler de réactions sur la série, l'autre série sur laquelle je travaille. Mais en l'occurrence, là, et là, j'ai pas pu avoir, physique, de fait, parce que c'est pas une série, et donc les gens découvraient en même temps qu'ils l'achetaient. Donc, j'ai pas eu de retour. Enfin, si, ça se passe bien en général. Ça viendra. Mais c'est plutôt, mais les retours sont, ce sont des retours, mais j'ai pas d'histoire à raconter parce que c'est des retours qui vont être sur des blogs ou qui vont être sur. Donc il n'y a pas le test du chocolat, je l'ai pas eu, mais voilà. Je vais revenir sur cette histoire de parler aux enfants comme à des grands. Le voleur de soi, c'est quand même une histoire d'amour. On peut le voir comme ça, en tout cas. C'est un conte et à la fois aussi une histoire d'amour. Parler d'une histoire d'amour entre enfants, ça vous a pas posé un souci ? Si. Mais c'est une vraie question, une vraie question. Parce que la notion d'amour, la différence entre un adulte et un enfant, il me semble qu'elle est dans la sensualité ou dans la sexualité. Et donc, il y a un questionnement, et je suis bien d'accord que cette fin pose beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Il me semble qu'en fait, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour parler de ce type de sujet, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on s'adresse avant tout à des individus, quel que soit leur âge. Et donc je pense que même s'ils n'ont pas cette expérience-là de l'amour tel que nous, on le décrit, ils en ont une qui leur est spécifique à leur hauteur. Et ils comprennent les choses symboliquement. J'ai une fille de 4 ans qui dit qu'elle est amoureuse de son copain et ils sont amoureux et ils se font des bisous. Et effectivement, ils se font des bisous sur la bouche et ils se serrent très fort, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que derrière ça, il y a plus une reproduction d'un schéma de ce qu'ils peuvent voir. Et finalement, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils voient des parents qui s'aiment, donc c'est plutôt bien. Plus qu'un réel désir identifié, quoi. Donc je pense que ça pose la question suffisamment tôt, en tout cas, sur le fait d'être bien ensemble ou pas, finalement. De ce fait de s'accorder et aussi de s'accorder dans le silence, parce que c'est le sujet du livre. Et que, loin des stéréotypes, on va dire, classiques sur l'amour, enfin, ouais, j'aime trop le cinéma, moi aussi, et j'adore manger ça, et moi aussi. On peut aussi être bien sur juste un accord du silence. On aime bien juste être ensemble et faire les choses ensemble. Et je trouve que c'est une assez belle définition de l'amour, en tout cas de l'amour qui dure, qui n'est pas la passion, quoi. Voilà. Bon, on peut continuer encore longtemps sur le sujet. Mais... Les histoires d'amour, il y en a aussi dans Akissi, à différents âges. Akissi est à la fois actrice et témoin de ce qui se passe, les parents, les grandes sœurs, les cousines, la famille en France aussi, puisqu'il y a toujours cette histoire. Elle regarde les grands beaucoup, Akissi. Elle aimerait bien faire comme eux. Comment elle vit l'amour, elle ? Alors, Akissi, comme tous les autres, comme beaucoup d'enfants, elle trouve que c'est Berk. Quand les grands s'embrassent. Mais Akissi, elle est comme c'est un garçon manqué. Edmond, son meilleur copain, qui est un peu amoureux d'elle, mais il ne sait pas trop si c'est une vraie fille. Et du coup, Akissi n'a pas d'amoureux. Papou, lui, il est vraiment amoureux d'elle et il dit qu'il se fiche même si c'est un garçon, parce que lui, ce qu'il aime, c'est elle, c'est sa personnalité. Et donc, ces histoires d'amour, Akissi, elle ne sait pas trop, en tout cas, de qui elle est amoureuse vraiment. Mais je pense qu'elle est un peu amoureuse d'Edmond, mais en même temps, elle est plus forte que lui au foot, donc c'est un peu compliqué quand même. Il y a une de ses amies dont les parents... voulait divorcer et c'était compliqué pour Akissi parce qu'elle se sentait elle-même impliquée dans cette histoire parce que ça voulait dire que la mère va partir et que sa copine aussi. Donc elle s'est arrangée pour que le père de sa copine soit
amoureux de sa propre mère à elle pour qu'elles restent ensemble. Restent ensemble. À force de parler de création pour enfants, est-ce que quand on crée une bande dessinée pour enfants, on se projette dans la peau d'un enfant lecteur et donc on se souvient aussi de ses propres lectures d'enfants? Est-ce que, en dessinant Le voleur de souhaits, Bertrand, vous avez eu le souvenir de ce qui vous faisait vibrer quand vous ouvriez une bande dessinée petit? Je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question et je pense pour une raison très simple, c'est que ce type d'histoire n'était pas très disponible à l'époque. Oui. Des histoires un petit peu plus évoluées. C'est ça, c'est ça. Et on parlait tout à l'heure de la cible et de comment déterminer l'âge du lecteur, etc. Et c'est un exercice qui est quand même plutôt, qui me semble assez complexe et compliqué. Même s'il y a des éléments de réponse, ils sont assez variables. Mais non, je ne me suis pas reprojeté parce que le sujet s'y prête pas. C'est-à-dire que généralement, moi, mes souvenirs d'enfance en lecture, c'était plutôt du franco-belge, donc avec des blagues, ou de l'action. Et là, on n'est ni dans la blague, ni dans l'action. Donc j'aurais eu du mal à projeter l'énergie que je pouvais retrouver quand j'étais petit dans l'album. D'accord. Marguerite, est-ce que vous pensez, vous, à des lectures? Moi, je n'ai pas grandi avec le livre. Moi, j'ai grandi avec les histoires qu'on nous racontait. Et j'ai grandi aussi en vivant des histoires. Notre vie petit, c'était des livres en soi, parce qu'on avait, comme je vous disais, tout ce quartier pour aire de jeu et on était de vrais aventuriers, on vivait des choses fous. Et donc le livre ne fait pas trop partie, en tout cas, de cette petite enfance. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tard, quand je suis arrivée en France, la bibliothèque. Et du coup, j'ai beaucoup dévoré des livres par la suite. Mais petit, les seules bandes dessinées que j'ai pu lire, je les volais en cachette à mon grand frère, qui a 2 ans de plus que moi, qui était plutôt... il y avait Tintin, Rahan, Zamblave, tout ça. Et ça ne m'intéressait pas plus, c'était juste parce que, comme c'était interdit, donc c'était juste histoire de récupérer ces BD et de les lire aussi en cachette avec mes copines. Donc on fantasmait juste sur Rahan, parce qu'il était beau, il avait de longs cheveux comme ça, on était toutes là, on voulait toutes épouser Rahan. Et oui, je pense que ça ne se voit pas dans ce que je fais. Non. Rahan, mais c'était un peu... c'est lui qui m'a... Voilà, quand je suis arrivée en France, j'étais très déçue parce que les Blancs n'étaient pas tous nus, avec une peau de bête, ils n'étaient pas... Donc j'étais vraiment déçue parce que, comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on raconte aussi dans les histoires. Ah bon? Dans les livres. Donc ça veut dire que personne ne peut attraper un souhait, le mettre dans un bocal et le garder sur une étagère? Hélas, non. Non, ça n'existe pas, non, ça. Hélas, non. D'accord. Bertrand, on sent un petit peu dans votre dessin, vous avez travaillé aussi dans l'animation, peut-être une influence du manga. Est-ce que les lectures de manga, peut-être plus adolescents, vous ont marqué? Ah oui, elles sont très, plus que marquées, même, elles sont très fondatrices. En même moment, je découvrais Dragon Ball en manga, c'est-à-dire en lecture. Parce que pas en animé. Enfin, en animé, je le voyais, le Club Dorothée, etc. Mais il y a une très grande différence pour moi entre la lecture et l'animé. Akira. Et donc, vers 15-16 ans, ça change beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Moi, je suis allé voir Akira au cinéma, c'était sur les Champs-Élysées quand il est sorti. Et au même moment, la contre-proposition mondiale, c'était La Belle et la Bête. Donc d'un seul coup, c'est un peu comme quand on découvre un truc qui n'existe pas, quoi. La Terre est plate ou il y a un truc. Et donc je pense que j'ai été marqué très très fort et durablement par ça, parce qu'il y avait une expression plus libre, plus longue et plus expressive, on va dire, et un aspect un peu plus réaliste que l'aspect, on va dire, de signe et graphique du franco-belge. Très bien. Bien, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler d'Akissi aux éditions Gallimard avec Mathieu Sapin. Merci Marguerite Abouet, et du Voleur de souhaits aux éditions Delcourt, une bande dessinée écrite avec Loïc Clément, que vous retrouvez donc dans la sélection de la petite bibliothèque idéale de Télérama.fr en très bonne compagnie d'une épatante aventure de Jules, de Petit Poilu ou du Prince et de la Couturière. Rendez-vous
sur télérama.fr. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.